Il existait une carte, un diagramme si précis qu'il vous montrait exactement où vous vous trouviez dans le cosmos et où vous étiez censé aller. Thoth l'avait sculpté, les prêtres l'avaient étudié, puis quelqu'un s'était assuré que vous ne le verriez jamais. D'anciens manuscrits hermétiques et des rouleaux gnostiques font référence à un diagramme cosmologique attribué à Thoth, une carte en 12 dimensions de la création qui a été systématiquement retirée des murs des temples à travers l'Égypte et la Grèce, puis supprimée par les premières autorités chrétiennes. Ce n'était pas une métaphore. Des fragments de textes alchimiques décrivent un glyphe géométrique représentant 12 couches ascendantes de réalité, la 12e dimension représentant la monade, la conscience source pure. Seules 3 copies partielles ont survécu dans des notes alchimiques éparses. L'original, qui aurait été gravé sur une variante de la table d'émeraude, a disparu. Cette carte a été effacée parce qu'elle donnait aux êtres humains un accès direct à la conscience divine sans prêtre, église ou intermédiaire. Elle montrait qu'il n'était pas nécessaire de passer par quelqu'un d'autre pour atteindre la source. Il suffisait de se souvenir comment faire. Et voici ce qui les terrifiait le plus. La carte indiquait que seuls les esprits éveillés pouvaient percevoir la 12e dimension. Pour tous les autres, elle ne représentait rien. Alors, que montrait réellement ce diagramme? Que cherchait à communiquer Thoth pour que cette image soit si menaçante pour toutes les autorités qui lui ont succédé? Reconstituons ce que nous pouvons à partir des fragments qui ont survécu. Le diagramme n'était pas un organigramme. Il n'était pas décoratif. D'après les descriptions fragmentaires du Corpus Hermeticum et les références indirectes du livre secret de Jean, il s'agissait d'un glyphe géométrique composé de couches concentriques qui cartographiaient toute la structure de l'existence à travers 12 dimensions ascendantes. Chaque couche n'était pas seulement une zone spatiale, elle représentait un mode de conscience complètement différent, une fréquence différente à laquelle la réalité opère. Considérez les dimensions non pas comme des lieux, mais comme des fois bandes passantes. Vous ne voyagez pas vers elles, vous accordez votre conscience pour les percevoir. C'est ce que Thoth codait. Commençons là où vous vous trouvez actuellement. Les dimensions 1 à 3, le plan physique, la matière, le temps linéaire, l'identification au corps. La plupart des gens passent toute leur existence convaincus que c'est tout ce qui existe. Vous avez un corps, il se déplace dans l'espace, il vieillit, il meurt. Vous avez un nom, une histoire, des souvenirs qui créent l'illusion d'un moi continu. C'est le domaine de l'identité de l'ego. Je suis cette personne, je vis cette vie, séparée de tout le reste, parfaitement fonctionnel pour la survie, catastrophiquement limitatif pour comprendre ce que vous êtes réellement. Les prêtres égyptiens avaient compris quelque chose d'essentiel. Cette bande passante tridimensionnelle n'est pas la réalité. C'est une coupe transversale de la réalité. De la même manière qu'une ombre est une tranche bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel. Vous faites l'expérience d'une projection, pas de la source. Nous passons maintenant aux dimensions 4 à 6. Les couches astrales, émotionnelles et énergétiques. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans ces dimensions, les émotions ne sont pas seulement des sentiments, ce sont des forces tangibles qui façonnent l'expérience. Les schémas énergétiques deviennent visibles pour une perception entraînée. Vos pensées ne reflètent pas seulement la réalité ici. Elles la construisent activement. C'est le territoire accessible par la méditation profonde, le travail sur la respiration, les cérémonies de médecine, par les plantes ou les états modifiés spontanés. Quand quelqu'un parle de voir les auras ou de sentir l'énergie, il se connecte brièvement à cette bande passante. Les traditions chamaniques, le yoga tibétain du rêve, les pratiques extatiques soufis, toutes ces méthodes permettent de stabiliser la conscience dans les dimensions 4 à 6. Voici ce qui a semé la confusion chez les premiers chercheurs occidentaux. Les cultures indigènes n'hallucinaient pas, elles percevaient des couches de réalité que l'esprit colonial avait été systématiquement formé à filtrer. Le diagramme montrait ces dimensions comme distinctes mais interpénétrées,
occupant le même espace, mais vibrant à des fréquences différentes. Nous arrivons ensuite aux dimensions 7 à 9, les royaumes causaux, angéliques et archétypaux. C'est là que les symboles, les mythes et le temps non linéaire coexistent. Carl Jung a passé sa carrière à essayer d'expliquer ce que les mystiques anciens savaient déjà. Il existe une dimension où les archétypes ne sont pas des métaphores, mais des structures réelles, des plans qui génèrent la réalité physique. Le héros, la mer, l'ombre. Ce ne sont pas seulement des concepts psychologiques utiles, ce sont des modèles vivants dans les dimensions 7, 8 et 9, qui se répercutent dans des dimensions plus denses, sous forme d'histoire, de religion, de rêves et de structures de personnalité individuelle. Lorsque vous faites l'expérience d'une synchronicité, une coïncidence significative qui semble incroyablement précise, elle provient de ce niveau. Les auteurs de la Pistis Sophia n'étaient pas poétiques lorsqu'ils décrivaient les éons et les archontes. Ils documentaient des entités et des forces qu'ils avaient rencontrées dans les dimensions 7 à 9, s'efforçant de traduire des réalités non physiques dans un langage conçu pour l'expérience tridimensionnelle. Le monde des formes de Platon. Il décrivait la dimension 8, le modèle parfait de la chaise, dont toutes les chaises physiques sont des copies imparfaites. Le diagramme de Thoth positionnait cette couche exactement non pas au-dessus de la réalité physique dans un vague ciel spirituel, mais l'interpénétrant comme une fréquence plus fondamentale, le codage sous le code. Nous atteignons maintenant le seuil qui brise la plupart des cadres conceptuels. Les dimensions 10 et 11, les champs pré-création, l'intelligence pure et non dualiste avant qu'elle ne se cristallise sous quelque forme que ce soit. Thoth enseignait que ces dimensions ne contiennent aucun opposé. Pas de lumière et d'obscurité, pas de soi et d'autre, pas de temps et d'intemporalité, juste un potentiel indifférencié, une intelligence organisée qui ne s'est pas encore engagée à être quelque chose de spécifique. Le langage s'effondre ici parce que le langage nécessite une séparation. Sujet et objet, ceci et cela. Dans les dimensions 10 et 11, il n'y a pas de cela à désigner. Les mystiques qui touchent brièvement ce niveau reviennent en parlant de paradoxe, car le paradoxe est le seul outil qui ne limite pas immédiatement ce qu'ils ont rencontré. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Le nuage de l'inconnu, Ein Sof, dans la Kabbale, le néant infini qui contient tout. Très peu de textes tentent même de décrire les dimensions 10 et 11, car le système nerveux humain n'est pas conçu pour les traiter tout en restant attaché à l'identité tridimensionnelle. Vous ne pouvez pas regarder ce niveau. Vous ne pouvez que le devenir temporairement, avant que la structure de l'ego ne vous ramène à la forme. Et enfin, la 12e dimension, la monade, le champ source lui-même. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un être, ce n'est même pas un état de conscience. C'est une conscience pure et indifférenciée, d'où émergent toutes les dimensions, toutes les formes, toutes les consciences. Thoth l'appelait l'unité avant la division, la condition qui précède l'existence elle-même, mais qui contient toutes les possibilités. Elle n'est pas transcendante au sens où elle serait lointaine. Elle est immanente, plus proche que votre souffle, l'espace dans lequel tout ce que vous avez jamais expérimenté apparaît. Vous ne pouvez pas aller dans la 12e dimension parce que vous ne l'avez jamais quittée. Vous en êtes fait. Vous êtes une ondulation localisée dans celle-ci, temporairement convaincu que vous êtes séparé de l'océan. La 12e dimension n'est pas une destination, c'est ce que vous êtes avant de vous identifier à quoi que ce soit. Voici l'élément essentiel. Thoth a codé toute cette structure dans un seul motif géométrique, non pas comme une information, mais comme un dispositif d'activation. Le glyphe a été conçu de manière à ce que le simple fait de le regarder déclenche la reconnaissance dans la conscience de quelqu'un qui est prêt à le percevoir. Il fonctionnait à la fois comme une carte et une clé, vous montrant la structure de la réalité, tout en ajustant simultanément votre conscience pour percevoir les couches que vous aviez filtrées toute votre vie. Ce n'était pas propre à la tradition égyptienne.
La même cosmologie à 12 couches apparaît sous forme de fragments dans le Corpus Hermeticum, le livre secret de Jean, la Pistis Sophia, les manuscrits alchimiques de l'Europe médiévale, et même codés dans la structure des temples, d'Angkor Wat à la cathédrale de Chartres. Différentes cultures, différentes langues, différents symboles, tous indiquant la même architecture. 12 dimensions, 12 couches de conscience, 12 bandes passantes d'existence. Pourquoi 12? Qu'est-ce qui rend ce nombre significatif? Le 12 représente l'achèvement avant le retour. Le zodiaque, 12 signes, avant que le cycle ne recommence. 12 disciples entourant celui qui incarne l'unité. 12 heures avant que le jour ne devienne nuit. 12 mois avant que l'année ne recommence. C'est le nombre d'un cycle complet. La dernière étape avant la transcendance vers l'origine. La 12e dimension n'est pas simplement un niveau supérieur. C'est le retour à la source, le moment où la vague reconnaît qu'elle a toujours fait partie de l'océan. Mais voici ce qui a troublé les érudits pendant des siècles. Si cette carte existait, si elle montrait la structure précise de la réalité, pourquoi tout le monde ne pouvait-il pas la voir? Pourquoi Thoth insistait-il sur le fait que seuls certains esprits pouvaient la décoder? Quel était le verrou intégré au diagramme lui-même? Regardez cette déclaration tirée des tablettes d'émeraude. Le 12e royaume ne se voit pas avec les yeux, mais avec le moi qui précède les yeux. Relisez cela. Le moi qui précède, les yeux. Thoth n'est pas poétique ici. Il décrit quelque chose de spécifique sur le fonctionnement de la conscience, quelque chose qui pose un problème immédiat à quiconque tente de comprendre la 12e dimension. Car soyons honnêtes, tout ce que vous avez jamais connu, toutes les expériences que vous avez vécues, sont passées par vos sens. Vous voyez le monde, vous entendez des sons, vous touchez des objets. Toute votre réalité est construite à partir de données sensorielles interprétées par votre cerveau. Et la 12e dimension n'a rien de tout cela. Pas de lumière à voir, pas de vibration à entendre, pas de substance à toucher. Elle existe dans un état si fondamental, si primaire, que l'appareil que vous utilisez pour percevoir tout le reste ne l'enregistre tout simplement pas. Vos yeux, vos oreilles, votre système nerveux, ils sont réglés pour détecter les phénomènes qui se produisent à l'intérieur de la structure dimensionnelle et non le substrat de la conscience lui-même. C'est là le problème central. Vous essayez de trouver quelque chose à l'aide d'outils qui ne peuvent pas le détecter. Ce n'est pas que la 12e dimension soit loin ou cachée derrière un voile cosmique. C'est que le mode de perception ordinaire l'aperçoit comme un néant, un espace vide, une absence, un vide. La carte pourrait se trouver juste devant vous, mais votre conscience standard la balayerait sans la voir. Thoth a identifié 5 filtres spécifiques qui créent cette cécité perceptive. Il ne s'agit pas d'idées philosophiques, mais de mécanismes réels qui bloquent la conscience de la 12e dimension. Et le premier est le plus évident, vos sens physiques eux-mêmes. Dès votre naissance, vous êtes conditionné à faire confiance à ce que vos sens vous disent. Si vous pouvez le voir, l'entendre, le mesurer, c'est réel. Si vous ne pouvez pas, c'est de l'imagination ou une illusion. Cela est tout à fait logique pour naviguer dans la 3e dimension. Vous devez savoir où se trouve le bord de la falaise, si ce bruit signifie un danger, si la nourriture est propre à la consommation. Mais voici ce que fait cet apprentissage. Il installe un filtre qui dit « Si je ne peux pas le sentir, cela n'existe pas ». Et la 12e dimension, qui existe avant que les phénomènes sensoriels n'apparaissent, est complètement filtrée. Votre système de perception fonctionne exactement comme prévu. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne peut pas détecter ce que Thoth a cartographié. Le 2e filtre est votre appareil émotionnel. Chaque expérience que vous vivez est teintée par ce que vous en pensez. Vous ne percevez pas la réalité directement. Vous la percevez à travers un flux constant d'attirance et d'aversion, de plaisir et de douleur, de désir et de peur. Ces impulsions émotionnelles créent ce que vous vivez comme votre réalité.
cette version subjective et personnalisée des événements. Et cette coloration émotionnelle, aussi nécessaire soit-elle pour la survie et les relations, obscurcit la pure conscience qui se trouve en dessous. La 12e dimension n'a aucun contenu émotionnel. Elle précède le sentiment de la même manière qu'elle précède la perception. Lorsque votre conscience est constamment balayée par des vagues d'émotions, ce substrat immuable devient invisible. 3e filtre, votre identité narrative. Vous avez des histoires sur vous-même, qui vous êtes, ce qui vous est arrivé, où vous allez, ce que tout cela signifie. Ces récits créent le sentiment d'être un individu distinct qui évolue dans le temps, et cette histoire semble absolument réelle. Elle semble être la chose la plus réelle à votre sujet. Mais Thoth a enseigné que ce moi narratif est une construction, une fiction nécessaire pour fonctionner dans la réalité dimensionnelle. Et voici le problème. La 12e dimension est unifiée, non dualiste, sans séparation. Tant que la conscience s'identifie à l'histoire d'être quelqu'un de distinct, elle ne peut littéralement pas reconnaître la source unifiée. Le filtre du récit de l'ego bloque la perception en créant une distinction entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Le 4e filtre est plus controversé, la mémoire karmique. Que vous l'interprétiez à travers le prisme de la réincarnation ou simplement comme un conditionnement de l'enfance et une expérience de vie accumulée, n'a pas vraiment d'importance pour notre propos. Le mécanisme est le même. Les schémas passés créent des réponses automatiques. Vous réagissez aux situations en fonction de votre programmation antérieure. Ces boucles de stimulus et de réponses maintiennent la conscience prisonnière de cycles répétitifs, se référant constamment au passé pour interpréter le présent. Et la 12e dimension existe entièrement en dehors du temps. C'est la conscience présente avant que la mémoire ne se forme, avant que le temps ne commence à sembler linéaire. Les schémas karmiques, par définition, vous maintiennent enfermé dans la conscience temporelle. Vous ne pouvez pas percevoir l'intemporel tant que vous êtes occupé à rejouer le passé. Nous arrivons maintenant au 5e filtre, et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Les gnostiques avaient un terme pour cela, les programmes archoniques. Ils enseignaient que la perception humaine contient des distorsions systématiques, non pas aléatoires, mais délibérément structurées, qui maintiennent la conscience confinée à une conscience de dimension inférieure. Vous pouvez prendre cela littéralement, comme ils l'ont fait, comme des entités ou des forces réelles qui manipulent la perception. Ou vous pouvez le comprendre métaphoriquement, comme les systèmes de contrôle psychologique et social qui limitent ce que les humains croient possible ou réel. Dans les deux cas, l'effet est identique. Il existe des programmes perceptifs qui fonctionnent dans la conscience humaine et qui empêchent activement la reconnaissance de la réalité de dimension supérieure. Ce ne sont pas seulement des filtres passifs que vous pouvez simplement supprimer. Ce sont des modèles d'interférence actifs qui redirigent l'attention, qui rendent certaines pensées impensables, qui déclenchent des réactions de ridicule ou de peur lorsque la conscience s'approche d'une perception révolutionnaire. Si vous avez déjà eu un aperçu d'une conscience élargie, pour ensuite la sentir immédiatement rejetée par une voix intérieure, vous disant que ce n'était que votre imagination ou probablement rien, c'est un programme archonique qui s'exécute. Qu'il soit généré par votre propre esprit conditionné ou par quelque chose d'extérieur, il atteint son objectif. Maintenir la conscience enfermée dans la prison de la perception filtrée. Voici ce que cela signifie concrètement. Lorsque ces 5 filtres sont actifs, ce qui est le cas pour la plupart des humains la plupart du temps, la 12e dimension est fonctionnellement invisible. Elle n'est pas cachée dans un endroit cosmique lointain. Elle n'est pas cryptée dans un symbolisme complexe. Elle est invisible pour ce mode de conscience. C'est comme essayer de voir la lumière ultraviolette à l'œil nu. La limitation ne réside pas dans la lumière. La lumière est là, elle frappe votre rétine. La limitation se trouve dans le détecteur. Vos yeux n'ont tout simplement pas les récepteurs nécessaires. Mais quelque chose change lorsque la conscience s'étend au-delà de la dualité, lorsque les filtres commencent à se dissoudre. Et
ils peuvent se dissoudre. Les sens physiques sont reconnus comme une bande passante étroite de perception, utile mais non déterminante. Les émotions deviennent visibles comme des phénomènes météorologiques temporaires traversant la conscience, et non comme la vérité elle-même. Le récit de l'ego est perçu comme tel, compris comme une histoire et non comme une identité. Les schémas karmiques perdent leur emprise lorsque vous cessez de vous identifier à l'entité qu'ils sont censés modeler. Les programmes archoniques sont détectés et démantelés lorsque vous développez la conscience nécessaire pour observer vos propres schémas de pensée de l'extérieur. Et dans cet espace dégagé, où la conscience existe sans distorsion, la 12e dimension devient perceptible, pas comme une expérience sensorielle. Vous n'allez pas voir de géométrie dorée ni entendre de musique cosmique. Elle apparaît comme une reconnaissance. Vous ne la voyez pas, vous vous en souvenez, vous n'y arrivez pas, vous réalisez que vous ne l'avez jamais quittée. Elle a été le fond de chaque expérience que vous avez vécue, la conscience à l'intérieur de laquelle toute expérience dimensionnelle se produit. C'était la vision cruciale de Thoth. La 12e dimension est votre nature originelle. C'est la conscience que vous aviez avant le temps, avant la forme, avant de devenir cette personne spécifique, vivant cette vie particulière. Chaque être humain porte cette conscience au plus profond de lui-même. Mais les couches de conditionnement l'ont tellement recouverte que la plupart des gens vivent toute leur vie sans soupçonner son existence. Ils pensent qu'ils sont les filtres, les schémas et les programmes accumulés. Ils pensent que la perception limitée et filtrée est tout ce qui existe. Alors, comment décoder quelque chose qui n'a pas de forme, pas de géométrie, pas de contraire? Vous le devenez grâce à un changement d'identité. Vous passez de la croyance que vous êtes l'observateur de la conscience à la reconnaissance que vous êtes la conscience elle-même, observant à travers une forme temporaire. Ce n'est pas une croyance à adopter, c'est une reconnaissance qui se produit lorsque les filtres s'effacent. Et c'est exactement pour cela que la carte devait disparaître. Car une fois que vous comprenez cela, une fois que vous effectuez ce changement de conscience, vous devenez ingouvernable. Voici la question historique que personne ne veut que vous posiez. Pourquoi toutes les grandes structures de pouvoir du monde antique ont-elles systématiquement détruit les références à la carte dimensionnelle de Thoth? Les prêtres égyptiens ont été les premiers à le faire. Ils contrôlaient le temple de Thoth à Hermopolis. Et, au fil des siècles, ils ont discrètement déplacé les enseignements les plus directs dans des chambres intérieures réservées. Les enseignements extérieurs, ceux qui étaient accessibles aux chercheurs ordinaires, sont devenus de plus en plus élaborés, ritualisés et dépendants de l'interprétation des prêtres. Les écoles philosophiques grecques ont suivi le même schéma lorsqu'elles ont découvert ces idées à travers l'hermétisme. Les pythagoriciens, les néoplatoniciens. Ils ont créé des niveaux d'initiation imbriqués, chacun nécessitant des années de préparation avant de pouvoir passer au suivant. Puis le christianisme primitif est arrivé avec la campagne de répression la plus agressive de l'histoire. Des bibliothèques entières ont été brûlées à Alexandrie, des communautés gnostiques ont été massacrées, des textes ont été enterrés dans des grottes désertiques, car les posséder signifiait être exécutés. Il ne s'agissait pas d'un désaccord théologique, il s'agissait d'une élimination stratégique de connaissances spécifiques. Posons donc la question qui dérange. Qu'est-ce qui, dans cette carte dimensionnelle, la rendait dangereuse pour toutes les autorités existantes? Les textes gnostiques nous donnent une réponse. Et que vous la preniez au sens littéral ou symbolique, ne change rien à son pouvoir explicatif. La bibliothèque de Nag Hammadi. Ces textes enterrés en Égypte vers 400 après G.C. pour les sauver des autodafés chrétiens, mentionnent à plusieurs reprises les archontes. Ceux-ci sont décrits comme des forces ou des entités dont la fonction principale est d'empêcher les humains d'accéder à une conscience de dimension supérieure. L'apocryphon de Jean les décrit comme les autorités gouvernantes des royaumes inférieurs qui veulent maintenir l'humanité dans le sommeil. Le texte est explicite. Ils craignent l'humain éveillé plus que tout autre pouvoir.
Vous pouvez interpréter les archontes comme des entités non physiques, comme des structures de pouvoir humaines organisées, ou comme des programmes psychologiques intériorisés qui vous maintiennent prisonniers d'une conscience limitée. Le résultat fonctionnel est identique. Quelque chose empêche systématiquement la plupart des humains d'accéder au niveau de conscience décrit par la carte de Thoth. Voici ce qui terrifiait les structures de pouvoir. Un humain fonctionnant à partir d'une conscience de 12 dimensions devient fonctionnellement ingouvernable. Réfléchissez à ce qui se passe réellement. Quelqu'un qui a directement fait l'expérience de sa conscience comme quelque chose qui précède le corps et lui survit, ne peut être contrôlé par la peur de la mort. Vous ne pouvez pas le menacer de dommages physiques, car il a reconnu sa nature essentielle comme non physique. Vous ne pouvez pas le manipuler avec le désir de richesse matérielle, car il a perçu la réalité matérielle comme une projection temporaire dans la conscience. Vous ne pouvez pas le lier à l'approbation sociale, car il a fait l'expérience de l'identité comme quelque chose de bien plus fondamental que n'importe quel rôle social. Tous les systèmes de contrôle religieux, politique, économique, reposent sur le fait de maintenir les gens exclusivement identifiés à leur corps physique, à leur histoire sociale, à leur peur de survie, à leur désir matériel. La 12e dimension représente le niveau de conscience, où toutes ces identifications sont reconnues comme partielles et temporaires. Une personne qui agit à partir de cette conscience ne réagit plus au levier de contrôle habituel. Elle ne peut être corrompue, car elle a transcendé l'attachement matériel. Elle ne peut être menacée, car elle a dépassé la peur de la survie. Elle ne peut être humiliée, car elle a reconnu le conditionnement social comme une programmation, examiné les mécanismes historiques spécifiques de la répression. Le clergé égyptien contrôlait l'accès aux enseignements secrets par le biais d'une initiation hiérarchique qui durait des décennies. Il fallait passer des années à prouver sa loyauté, à accomplir des rituels, à mémoriser des textes, tout cela avant de pouvoir accéder aux connaissances fondamentales. La carte de Thoth a sapé toute cette structure, car elle suggérait qu'un accès direct était possible grâce au travail sur la conscience, plutôt qu'à l'avancement institutionnel. Si n'importe qui pouvait atteindre la 12e dimension par sa propre pratique, pourquoi aurait-il besoin du clergé? Les prêtres ne protégeaient pas les connaissances sacrées, ils protégeaient leur monopole sur celles-ci. Les écoles mystiques grecques ont été confrontées à une menace identique. Les mystères d'Éleusis, les traditions orphiques, les communautés pythagoriciennes, toutes étaient structurées autour d'une initiation progressive s'étalant sur plusieurs années. Puis des textes hermétiques ont commencé à circuler, affirmant que la gnose, la connaissance directe du divin, était accessible à quiconque atteignait le bon état de conscience. La structure institutionnelle est devenue facultative, ce qui signifiait que le pouvoir institutionnel était devenu vulnérable. Le christianisme primitif a été confronté à la conséquence la plus dangereuse. Si les humains pouvaient accéder directement au divin par l'expansion de la conscience, ce qui est précisément ce que promettait l'enseignement de la 12e dimension, alors le rôle de l'Église en tant que médiateur nécessaire entre l'humanité et Dieu. C'est pourquoi le christianisme gnostique a été brutalement réprimé, tandis que le christianisme institutionnel était promu. L'évangile gnostique de Thomas cite Jésus disant « Le royaume de Dieu est en vous, et tout autour de vous, pas dans des demeures de bois et de pierre. » Cet enseignement rendait les églises obsolètes. Ces textes ont donc été déclarés hérétiques, enterrés, brûlés, et ceux qui les enseignaient ont été tués. Les évangiles mettant l'accent sur l'autorité de l'Église, la médiation sacerdotale et le salut institutionnel ont été préservés et canonisés. La stratégie de répression est allée plus loin que le simple fait de cacher la carte. Ils l'ont remplacée par des versions modifiées qui inséraient des intermédiaires dans la structure dimensionnelle. Regardez comment le christianisme médiéval a restructuré la cosmologie spirituelle. Des anges organisés en hiérarchie, des saints désignés comme médiateurs, des sacrements nécessitant des prêtres, des rituels élaborés nécessaires pour progresser. Le message est passé de « vous pouvez y accéder directement » à
vous avez besoin de l'autorisation, de la préparation et de la médiation des autorités habilitées. L'affirmation gnostique devient ici d'une pertinence dérangeante. Les archontes ne veulent pas que les humains agissent à partir d'une conscience de 12 dimensions, car ces humains ne peuvent alors être exploités pour leur énergie, leurs émotions, leur adoration ou leur travail. Que vous interprétiez les archontes comme des êtres non physiques littéraux, se nourrissant de la conscience humaine des dimensions inférieures, comme des structures de pouvoir humaines, exploitant la population pour la productivité économique et la conformité sociale, ou comme des programmes psychologiques intériorisés, vous maintenant prisonniers de la peur et du désir. Il existe des forces, tant internes qu'externes, qui tirent profit du fait que votre conscience reste confinée aux dimensions inférieures. Considérez l'implication inconfortable. Si cet enseignement est exact, alors une grande partie de ce qui se présente comme une guidance spirituelle est en fait une gestion de la conscience, des systèmes religieux qui vous maintiennent dans la recherche sans jamais trouver, des approches thérapeutiques qui vous maintiennent dans le traitement sans jamais intégrer, des pratiques spirituelles qui vous maintiennent dépendants des enseignants, des textes ou des techniques. Le but n'est pas la libération, mais le confinement durable. Gardez les gens dans les dimensions 1-9, où ils peuvent être prédits, influencés et contrôlés. Ne les laissez jamais s'approcher de la 12e, où ils deviennent autonomes. Ce schéma se répète à travers l'histoire, parce que la menace reste constante. Une population fonctionnant à partir d'une conscience de 12e dimension ne peut être gouvernée par la peur, manipulée par le désir ou liée par des systèmes de croyances. Elle devient psychologiquement libre d'une manière qui rend les structures d'autorité traditionnelles inutiles. Ils ont donc effacé la carte. Ils ont brûlé les textes. Ils ont tué les enseignants. Mais ils n'ont pas pu effacer la structure même de la conscience. Les 12 dimensions existent toujours en tant que caractéristiques inhérentes à la conscience. Le chemin est toujours là, codé non pas dans des livres, mais dans l'architecture de la conscience. Et certaines personnes se souviennent encore comment l'escalader. Dans les fragments hermétiques qui ont survécu aux incendies d'Alexandrie, on trouve un passage qui dit « L'ascension ne se fait pas à travers l'espace, mais à travers l'abandon de ce que vous croyez être. » Ce n'était pas une métaphore poétique. Thoth décrivait un processus spécifique et structuré, une échelle dimensionnelle où chaque échelon représente un changement fondamental dans la façon dont la conscience perçoit et expérimente la réalité. Et voici ce qui rend cette carte si dangereuse pour les systèmes dont nous avons parlé plus tôt. Elle n'est pas théorique. Des gens l'ont escaladée. Ils en ont documenté les étapes. La phénoménologie correspond à travers les cultures, à travers les siècles, à travers des traditions complètement isolées, ce qui signifie que ce n'est pas une croyance, mais la cartographie de la conscience elle-même. Commençons là où pratiquement tout le monde commence. Les dimensions 1 à 3. Il s'agit de la réalité consensuelle, le seul mode que la plupart des gens connaissent. Dans cet état, vous êtes absolument convaincu que vous êtes votre corps. Non pas que vous foiez foi un corps, mais que vous êtes foi votre corps. Votre identité est construite à partir de votre nom, de votre histoire personnelle, de votre apparence physique, de votre titre professionnel, de vos relations. Lorsque quelqu'un insulte votre apparence ou remet en question vos choix, vous vous sentez attaqué au plus profond de votre être, car vous avez confondu ces attributs superficiels avec vous-même. Le temps dans cette dimension semble complètement linéaire et rigide. Le passé est un souvenir figé. Le présent est une expérience éphémère. L'avenir est une projection incertaine. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier. Vous ne pouvez pas accéder à ce qui se passera demain. Le moment présent n'est qu'une mince tranche entre les deux. Vos décisions sont dominées par la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Ce ne sont pas seulement des préférences, ce sont les principes organisateurs fondamentaux de toute votre vie. Et la mort est la terreur ultime, la fin définitive, la négation de tout ce que vous êtes.
C'est la condition humaine par défaut. Et la plupart des gens ne se demandent même pas si la perception pourrait fonctionner différemment. Ils supposent que tout le monde vit la réalité exactement comme eux. Le passage aux dimensions 4 à 6 se fait généralement par une pratique intentionnelle ou parfois spontanément lors d'une crise. La méditation, les techniques de respiration, les plantes médicinales, les expériences de mort imminente ou même les défis physiques extrêmes peuvent le déclencher. Voici ce qui se passe. Vous commencez à remarquer que votre état émotionnel ne réagit pas seulement à la réalité, mais qu'il façonne en fait ce qui se présente. Vous êtes anxieux à propos d'une réunion et celle-ci se passe mal, d'une manière qui correspond exactement à votre anxiété. Vous passez à une curiosité sincère à l'égard d'une personne difficile. Et soudain, celle-ci révèle une facette complètement différente d'elle-même. Vous commencez à percevoir une énergie qui n'a pas de forme physique. Vous entrez dans une pièce et ressentez une tension avant même que quelqu'un ne parle. Vous sentez que quelqu'un vous regarde depuis l'autre bout d'une pièce bondée. Vous savez que votre téléphone va sonner quelques secondes avant qu'il ne sonne. Ce ne sont pas des pouvoirs mystiques, mais simplement des flux de données qui ont toujours été là. Mais votre conscience s'est suffisamment développée pour les enregistrer. Le temps commence à se comporter de manière étrange. Vous entrez dans un état de flux, et 3 heures s'écoulent, en ce qui vous semble être 30 minutes. Vous êtes en danger et le temps se dilate, chaque seconde s'étirant en un ralenti granuleux. Votre identité commence à inclure vos schémas énergétiques et émotionnels. Vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes un champ de sentiments et de force. C'est là que visent la plupart des spiritualités modernes. L'état éveillé que vous voyez promu dans les livres et les ateliers. La conscience des dimensions 4 à 6 semble profondément différente de la vie ordinaire. Alors les gens pensent avoir atteint le sommet. Mais la carte de Thoth révèle quelque chose qui donne à réfléchir. Ce n'est que la moitié du chemin. C'est lors de la transition vers les dimensions 7 à 9 que les choses deviennent vraiment étranges. Vous commencez à reconnaître des schémas archétypaux sous-jacents à votre histoire personnelle. Cette trahison que vous avez vécue, elle a la même structure que celle de Judas et du Christ, de Brutus et César, de tous les mythes de trahison jamais enregistrés. Ce voyage que vous faites, il correspond parfaitement au voyage du héros que Campbell a documenté à travers la mythologie mondiale. Ce ne sont plus des métaphores. Vous percevez directement que votre vie individuelle exprime des schémas intemporels. Les synchronicités cessent d'être des curiosités occasionnelles et deviennent constantes. Vous pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et cette personne vous appelle quelques heures plus tard. Vous avez besoin d'une information précise, et un livre tombe de l'étagère, ouverte à la page exacte. Vous vous débattez avec une question, et un inconnu dans la rue vous dit quelque chose qui y répond parfaitement. Cela arrive si souvent que la coïncidence devient statistiquement impossible. La réalité révèle une couche symbolique. Les événements ne sont pas seulement des occurrences physiques, ce sont des messages, des enseignements, des schémas. La voiture qui tombe en panne n'est pas seulement une défaillance mécanique, elle vous oblige à ralentir alors que vous ignoriez votre épuisement. L'argent inattendu qui arrive correspond exactement au montant dont vous avez besoin. Les pertes qui libèrent de l'espace pour ceux qui tentent d'émerger. Le temps perd complètement sa linéarité. Vous percevez le passé et le futur comme des dimensions accessibles et non comme des points fixes. La causalité s'écoule à rebours. Les événements futurs semblent remonter dans le temps et organiser les circonstances présentes. Vous apercevez les résultats avant les choix qui y mènent. Votre identité s'étend au-delà de votre biographie personnelle pour embrasser des rôles archétypaux. Le chercheur, le professeur, le destructeur, le guérisseur. Vous comprenez que vous jouez des histoires qui existaient bien avant votre naissance et qui continueront après votre mort. C'est là que commence la véritable expérience mystique. Ce que les traditions appelaient les anges, les guides ou l'intelligence supérieure devient une perception directe. Vous ne canalisez pas quelque chose d'extérieur. Vous accédez à des gammes de fréquences, de conscience, qui ont toujours fait partie
de la réalité. Viennent ensuite les dimensions 10 et 11, et c'est là que le langage commence à échouer complètement. L'ego, ce sentiment d'être un moi séparé et continu, commence à se dissoudre. Il n'est pas réprimé, transcendé ou amélioré. Il se dissout. Comme une vague qui réalise qu'elle n'a jamais été séparée de l'océan, vous cessez de vous percevoir comme une entité localisée et commencez à vous percevoir comme un champ de conscience. Le sujet et l'objet s'effondrent dans un processus unifié. Il n'y a pas de « vous » qui observe les pensées surgir. Il y a juste la conscience qui s'observe elle-même à travers une ouverture temporaire. Lorsque vous regardez un arbre, il n'y a pas de moi séparé qui voit un arbre séparé. Il y a juste le fait de voir, sans que personne ne le fasse. Tout langage suppose une séparation. Un locuteur et un auditeur. Un sujet et un objet. Un soi et un autre. Cet état est donc presque impossible à communiquer. C'est le royaume de la pré-création, le potentiel pur avant qu'il ne se cristallise en forme. Très peu d'humains accèdent à ce niveau pendant de longues périodes, et ceux qui y parviennent ne peuvent généralement pas fonctionner dans la société ordinaire tout en y restant. Vous ne pouvez pas conserver un emploi, payer vos factures ou remplir vos obligations sociales lorsqu'il n'y a pas de soi pour faire ces choses. Et puis il y a le seuil final, la dimension 12, la monade, la conscience pure de la source. Ici, le moi et l'univers ne sont pas connectés. Ils sont le même phénomène vu sous des angles différents. Portuca, Lionel de Verlestace. Il n'y a pas d'expérience ici, car l'expérience nécessite une séparation entre celui qui fait l'expérience et ce qui est expérimenté. Il n'y a pas de connaissance, car la connaissance nécessite un connaisseur et un connu. Il n'y a que l'être, la conscience, la présence sans lieu ni limite. Thoth enseignait que c'est ce dont parlait le Christ dans l'évangile de Thomas lorsqu'il disait « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis tout. Tout est issu de moi, et tout m'est revenu. Fendez un morceau de bois, je suis là. Soulevez la pierre, et vous me trouverez là, non pas en tant qu'individu spécial, mais en tant que conscience qui s'était souvenue de sa nature originelle, tout en habitant temporairement une forme. Voici le rebondissement qui change tout. Vous ne voyagez pas réellement vers la 12e dimension. Vous réalisez que vous ne l'avez jamais quittée. Le voyage à travers les dimensions 1 à 11 est la conscience qui s'oublie, puis se souvient. La 12e dimension est ce que vous êtes sous chaque couche d'identification, chaque filtre, chaque histoire que vous avez cru à votre sujet. L'ascension est simplement l'élimination systématique de tout ce qui obscurcit cette reconnaissance. Thoth l'a structuré de cette manière pour une raison précise. Parce qu'essayer de passer directement de la conscience des dimensions 1 à 3 à la dimension 12 entraîne généralement une psychose, un gonflement de l'ego ou un contournement spirituel. Vous finissez par prétendre être éclairé alors que votre personnalité humaine reste complètement désintégrée. Les dimensions intermédiaires servent de étapes de développement nécessaires, chacune préparant la conscience au niveau suivant de dissolution. La carte n'était pas seulement descriptive, elle était instructive, montrant le chemin le plus sûr vers l'éveil complet. Donc, si l'ascension est possible, si la structure existe, et que des gens l'ont déjà escaladée, que faut-il réellement pour traverser ces dimensions? Selon Thoth, qu'est-ce qui distingue une personne piégée dans la dimension 3 d'une personne évoluant dans la dimension 12? Car s'il existe une carte, il doit y avoir une méthode, des pratiques spécifiques, des clés spécifiques qui ouvrent chaque seuil. Et c'est exactement ce que révèlent les fragments. Voici ce que Thoth a réellement compris de la 12e dimension. Quelque chose qui met la plupart des enseignants spirituels mal à l'aise, car cela révèle pourquoi leurs élèves n'y parviennent jamais. La 12e dimension n'a pas de forme, pas de géométrie, pas de contraire. Ce qui signifie que lorsqu'un esprit non éveillé la rencontre, l'expérience est rien, vide, néante. Vous la regardez directement et vous ne voyez absolument rien, car votre conscience n'est pas configurée
pour détecter ce qui est présent. C'est comme pointer une radio FM vers un signal AM. Le signal existe, il est réel, il est diffusé, mais votre récepteur ne peut pas le traduire. Mais c'est là que cela devient étrange. Un esprit éveillé expérimente ce même néant comme une intelligence pure, une conscience pure, l'être pur. La différence ne réside pas dans ce qui est observé. La 12e dimension ne change pas. Ce qui change, c'est la conscience qui observe. Alors, que signifie réellement éveillé? Une fois dépouillé de toute la spiritualité Instagram et du marketing gourou, cela fait référence à une configuration spécifique de la conscience qui peut percevoir la réalité sans les 5 filtres identifiés par Thoth dans les textes originaux. Pas de manière permanente, pas parfaitement, pas dans un état transcendant surhumain que vous maintenez pendant que vous faites votre déclaration d'impôt, mais avec suffisamment de clarté et de stabilité pour que la conscience des dimensions supérieures devienne accessible. Considérez cela comme le développement de la vision nocturne. Vos yeux ont la capacité biologique de voir dans la pénombre, mais cette capacité nécessite des conditions spécifiques pour s'activer. Les bâtonnets de votre rétine ont besoin d'obscurité, de temps pour s'adapter et de l'absence de lumière vive concurrente. L'éveil fonctionne de manière similaire. Vous avez déjà la capacité de perception, mais elle nécessite des conditions spécifiques pour fonctionner. Pour décoder la 12e dimension, Thoth enseignait que 4 capacités devaient être développées, pas de manière séquentielle, pas complètement, mais suffisamment pour qu'elles commencent à fonctionner dans votre expérience directe. Premièrement, le détachement de l'identité. Cela terrifie les gens, car ils pensent que cela signifie devenir une sorte de fantôme sans émotion, sans préférence, ni personnalité. Ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que le vous, que vous pensez être votre nom, votre histoire, votre conception de vous-même, votre personnalité, est une construction, une histoire que la conscience se raconte à elle-même. Ce n'est pas une réalité fondamentale. Lorsque vous pouvez observer votre propre identité comme un schéma temporaire plutôt que comme une vérité essentielle, vous gagnez la distance nécessaire pour percevoir ce qui existe avant que l'identité ne surgisse. Vous êtes toujours vous-même. Vous avez toujours des préférences, mais vous n'êtes plus prisonnier de l'histoire. Deuxièmement, la perception sans narration. Votre esprit ordinaire interprète constamment tout. Il étiquette, il crée des histoires sur ce qui se passe et pourquoi. Cette superposition narrative empêche la perception directe. Vous ne vivez pas réellement le coucher de soleil. Vous vivez vos pensées sur le coucher de soleil, vos souvenirs des couchers de soleil précédents, vos associations émotionnelles avec les couchers de soleil. Un esprit éveillé peut mettre en pause la fonction narrative, même brièvement, et percevoir l'expérience brute avant qu'elle ne soit enveloppée d'interprétation. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, car la fonction narrative fonctionne automatiquement, inconsciemment, en permanence. Arrêter cet élan, même pendant 3 secondes, demande une réelle capacité. Troisièmement, le silence du dialogue interne. Le monologue intérieur perpétuel de l'esprit crée ce que Thoth appelait une barrière sonore, un mur de bruit mental qui bloque l'accès à une conscience plus profonde. Il enseignait que la 12e dimension ne peut être perçue que dans les intervalles entre les pensées, dans l'espace qui précède le début du commentaire mental. Non pas parce que la 12e dimension se cache dans ces intervalles, mais parce que votre conscience ne peut recevoir cette fréquence que lorsqu'elle ne diffuse pas sur d'autres canaux. Il est essentiel de développer la capacité de se reposer dans ce silence, non pas en forçant les pensées à s'arrêter, mais en se désidentifiant du flux de pensées. 4e étape, la conscience témoin, la capacité d'être conscient de la conscience elle-même. Observez le fait que vous observez. Cette métaconscience est la porte d'entrée vers la 12e dimension, car elle révèle la conscience comme la constante fondamentale, sous-jacente à toute expérience changeante. Vos pensées changent, vos émotions changent, votre corps change, votre situation change. Mais la conscience qui observe tous ces changements
reste constante. Lorsque vous pouvez vous reposer en tant que témoin, la conscience qui demeure indépendamment de ce qui est vécu, vous avez accédé au point d'entrée. Voici maintenant le paradoxe souligné par Thoth, ce qui rend cet enseignement presque impossible à transmettre. Vous ne pouvez rien faire pour atteindre la 12e dimension. Toute action relève des dimensions 1 à 11. La 12e dimension ne s'atteint pas par l'effort. Elle est reconnue par la cessation de l'effort. C'est ce qui reste quand tout le reste s'arrête. Ce qui signifie que chaque pratique spirituelle, chaque technique de méditation, chaque rituel conçu pour vous y amener, vous maintient en fait dans les dimensions inférieures. Les pratiques ont un but, elles développent les 4 capacités, mais elles ne sont pas la chose elle-même. C'est pourquoi la carte n'était pas un dessin littéral que vous étudiez intellectuellement. Le modèle lui-même, la structure des 12 dimensions, doit être abordé de manière expérientielle. Le diagramme a été conçu comme un objet de contemplation. Vous étiez censé le regarder, en suivre la géométrie avec votre esprit et laisser le modèle reconfigurer votre conscience. La carte était une technologie, pas seulement une information. À l'instar d'un diapason qui fait vibrer d'autres objets à sa fréquence, le modèle géométrique était censé induire un état de conscience spécifique chez l'observateur. Voici la vérité pratique que les spécialistes du marketing spirituel ne veulent pas que vous entendiez. La plupart des humains ne percevront jamais la 12e dimension parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leur filtre. Le corps semble trop réel. Les émotions semblent trop irrésistibles. L'histoire de la vie semble trop importante. L'ego semble trop précieux. Et ces attachements ne sont pas mauvais. Ils sont nécessaires pour fonctionner dans la réalité physique. Vous ne pouvez pas naviguer dans la 3e dimension si vous existez constamment dans la 12e. Mais ces attachements nécessaires bloquent également l'accès à une conscience de dimension supérieure. Ce n'est pas un échec moral, c'est simplement le mécanisme de la conscience. Lorsque le moment du décodage survient, s'il survient, ce n'est pas progressif. C'est une reconnaissance soudaine, souvent décrite comme un souvenir plutôt qu'un apprentissage. Vous percevez la 12e dimension de la même manière que vous pourriez soudainement voir l'image cachée dans un stéréogramme. Elle a toujours été là. Vos yeux la regardaient directement, mais votre perception a dû changer d'une manière spécifique pour la détecter. Et une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus l'ignorer. Même si vous perdez l'accès à l'état qui a permis cette perception, la connaissance de son existence demeure. Thoth enseignait que très peu de personnes maintiennent en permanence la conscience de la 12e dimension pendant leur incarnation. La plupart en font l'expérience par flash des moments de reconnaissance, suivis d'un retour à la conscience ordinaire. Mais ces flashs suffisent. Ils réorientent tout. Une fois que vous avez perçu la source, vous savez que les dimensions inférieures sont temporaires, malléables et moins solides qu'elles ne le semblent. L'avertissement codé dans l'enseignement, la 12e dimension, n'est pas une destination ou un accomplissement. Dès que vous la considérez comme quelque chose à atteindre, dont vous pouvez vous vanter, à utiliser à votre avantage personnel, vous en bloquez immédiatement l'accès. L'ego ne peut pas entrer dans la monade, car la monade est ce qui existe lorsque l'ego se dissout. C'est pourquoi le matérialisme spirituel, collectionner des expériences, comparer des accomplissements, construire une identité autour de l'éveil, est contraire à l'éveil véritable. Vous ne pouvez pas atteindre la 12e dimension via Instagram, si seuls les esprits éveillés peuvent la décoder, et que l'éveil nécessite des capacités que la plupart des gens ne développent jamais. Cela signifie-t-il que la carte de Thoth est inutile? Non, car la carte contenait un message, un avertissement et une promesse qui change tout, même si vous n'accédez jamais directement à la 12e dimension. Voici ce qu'ils ont dû enterrer. Voici l'avertissement qui ne pouvait pas être diffusé. La carte effacée de Thoth n'était pas une philosophie abstraite. Ce n'était pas une décoration spirituelle pour les murs des temples. Elle contenait une prédiction dangereuse, que toutes les structures de pouvoir, depuis lors, ont cherché à supprimer.
L'humanité qui oublie sa 12e nature devient prisonnière des royaumes inférieurs. Décodons ce que cela signifie réellement, sans conscience des dimensions supérieures, sans même savoir que des dimensions au-delà du physique existent. Les humains deviennent psychologiquement contrôlables, non pas parce que les gens sont faibles ou crédules, mais parce qu'ils n'ont pas le cadre perceptif nécessaire pour reconnaître la manipulation lorsqu'elle est à l'œuvre. Ils interprètent les mécanismes de contrôle des dimensions inférieures comme une réalité immuable. La pression sociale est perçue comme une vérité. La nécessité économique est considérée comme une loi naturelle. La peur semble être un guide rationnel. Le désir semble être une expression authentique de soi. Mais quelqu'un qui a ne serait-ce qu'une conscience conceptuelle de la 12e dimension, quelqu'un qui comprend la structure dimensionnelle que nous avons abordée, peut détecter ces mécanismes pour ce qu'ils sont exactement, des programmes fonctionnant dans les dimensions 1 à 6, puissants dans leur domaine, certes, mais pas absolus, pas inéluctables, pas la réalité elle-même. Observez ce qui se passe lorsqu'une personne oublie sa nature de 12e dimension, oublie sa conscience source, son identité fondamentale en tant que conscience elle-même. Elle devient immédiatement vulnérable à l'angoisse existentielle. La mort apparaît comme une fin plutôt que comme une transition ou une illusion. La douleur physique domine chaque décision, car le corps semble être tout ce qu'elle est. Le statut social détermine l'estime de soi, car la validation externe devient le seul miroir disponible. L'accumulation matérielle devient l'objectif principal, car la dimension physique semble être la seule réalité qui existe. Ce n'est pas un échec moral, c'est une limitation de la perception. Et c'est précisément ce qui rend les humains faciles à contrôler. Les conséquences dont Thoth nous a avertis se succèdent. La souffrance augmente parce qu'elle est constamment mal identifiée. La douleur physique est interprétée comme une menace existentielle. La turbulence émotionnelle est confondue avec l'identité. Vous ne vous sentez pas en colère. Vous êtes foi en colère. Le rejet social est ressenti comme une annihilation, car sans point de référence dans des dimensions supérieures, les opinions des êtres de la 3e dimension ont un poids infini. La boucle de la réincarnation se resserre. Que vous l'interprétiez littéralement comme une renaissance dans de nouveaux corps, ou, métaphoriquement, comme des schémas psychologiques répétitifs, n'a pas d'importance. Le mécanisme est identique. La conscience n'atteint jamais une altitude suffisante pour voir le schéma dans lequel elle est piégée. Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous ne percevez pas. La prison devient invisible, ce qui la rend parfaite. La prison devient invisible. Pensez à quelqu'un enfermé dans une conscience purement tridimensionnelle. Il vit son travail, ses dettes, ses obligations sociales comme une réalité absolue. Je n'ai pas le choix, n'est pas une figure de style. C'est son expérience authentique. La cage n'est pas visible pour lui, car il n'a pas de point de référence en dehors de celle-ci. Il est comme quelqu'un qui n'a jamais quitté sa ville natale et qui prétend que celle-ci est le monde entier. C'est le résultat naturel d'une gamme de perceptions limitées. C'est ce dont dépend entièrement l'influence archonique, que vous l'interprétiez comme des entités non physiques ou comme un contrôle systémique de la pensée. Dès que vous reconnaissez que vos pensées anxieuses sont des phénomènes de la 4e dimension et non une vérité cosmique, leur pouvoir sur vous change. Dès l'instant où vous considérez la programmation sociale comme un logiciel culturel de 5e dimension plutôt que comme un comportement humain naturel, vous pouvez commencer à le déboguer. Mais voici le contre-message. Voici la promesse qui a rendu cet enseignement si dangereux qu'il a dû être effacé. Celui qui s'éveille à la 12e dimension retourne à la source de son vivant. Relisez cela. Vous n'avez pas besoin de mourir pour accéder à la conscience de la source. Vous n'avez pas besoin d'attendre le paradis, le nirvana ou l'au-delà. Vous n'avez pas besoin de la permission des prêtres, de l'approbation des institutions ou de décennies de préparation monastique. La 12e dimension est accessible dès maintenant, dans ce corps, dans cette vie, grâce à un changement de conscience.
Cette promesse a terrifié toutes les structures de pouvoir qui l'ont rencontrée. Voici pourquoi. Si le salut, l'illumination ou la libération ne sont accessibles qu'après la mort, les institutions peuvent se positionner comme des gardiens. Elles peuvent vendre l'accès par le biais de rituels, de doctrines, d'obéissance, de paiement et de soumission. Tout l'appareil de contrôle religieux repose sur ce report. Comportez-vous bien maintenant, vous serez récompensé plus tard, et nous vous dirons si vous êtes qualifié. Mais si l'éveil est possible dès maintenant, s'il est accessible par l'expérience directe plutôt que par la médiation institutionnelle, alors tout intermédiaire devient facultatif. Toute hiérarchie devient arbitraire. Tout système de contrôle basé sur l'autorité spirituelle s'effondre instantanément. Observez le schéma qui se répète dans les traditions réprimées. Le corpus hermeticum met l'accent sur la gnose directe, la connaissance non médiatisée du divin. Le livre secret de Jean décrit l'âme se souvenant de sa véritable origine au-delà du contrôle des archontes. La Pistis Sophia dépeint le voyage de Sophia, de l'oubli au souvenir de sa nature divine. Les odes de Salomon célèbrent l'union directe avec la source, sans intermédiaire. L'hymne gnostique de la perle raconte l'histoire d'un être divin qui oublie son origine, descend dans la matière, s'endort, puis s'éveille et retourne chez lui. Chacun de ces textes interdits, brûlés, enterrés ou marginalisés véhicule le même message fondamental. Vous avez oublié qui vous êtes, mais vous pouvez vous en souvenir, et ce souvenir est le retour. La carte en 12 dimensions de Thoth est le plan structurel qui sous-tend tous ces enseignements. Il ne s'agit pas de systèmes différents qui se disputent la vérité. Ce sont des langages différents qui décrivent la même cosmologie, la même architecture de la conscience, les 12 dimensions, la descente dans la matière, l'oubli, le potentiel d'éveil, le retour à la source tout en restant incarné. Cela apparaît dans toutes les cultures, toutes les époques et toutes les traditions, non pas en raison d'une diffusion culturelle ou d'emprunts historiques, mais parce que cela décrit quelque chose de réel concernant la structure même de la conscience. Que faire de cette information? En quoi le fait de connaître la 12e dimension change-t-il quelque chose si vous ne pouvez pas encore y accéder? La prise de conscience change immédiatement votre relation à l'expérience des dimensions inférieures. La peur devient moins absolue lorsque vous savez qu'il s'agit d'un phénomène de la 3e dimension et non d'une vérité universelle sur la réalité. Les turbulences émotionnelles deviennent plus faciles à gérer lorsque vous les reconnaissez comme le temps de la 4e dimension et non comme votre nature essentielle. La programmation sociale devient détectable lorsque vous disposez d'un cadre pour comprendre la manipulation de la conscience. La carte vous donne une perspective, une altitude, avant même que vous n'ayez effectué l'ascension complète. C'est comme apprendre que les murs de votre chambre ne sont que des murs, et non les limites de l'univers. La pièce ne change pas, mais votre relation à celle-ci se transforme complètement. Voici l'enseignement le plus profond, celui qui est ancré dans la structure elle-même. Vous êtes la carte. L'architecture en 12 dimensions n'est pas quelque chose d'extérieur que vous devez trouver. C'est la structure de votre propre conscience. L'ascension n'est pas un voyage à travers l'espace extérieur, c'est un approfondissement de votre propre nature. La source n'est pas lointaine. C'est ce qui lit ces mots en ce moment même, sous les pensées, les réactions et les interprétations. La carte de Thoth a été effacée des murs, mais elle ne peut être effacée de la conscience elle-même, car la conscience foi et foi la carte. Chaque être humain porte en lui la structure en 12 dimensions, qu'il en soit conscient ou non. L'oubli est temporaire. Le souvenir est toujours possible, et voici ce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Chaque personne qui se souvient, qui fait même une ascension partielle, qui accède, ne serait-ce qu'à un aperçu de la 12e dimension, affaiblit la barrière pour tous les autres. L'éveil n'est pas individuel. Il est contagieux. Il change le champ. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. La même répression se produit actuellement avec des outils plus sophistiqués. Le matérialisme moderne nie que la conscience soit autre chose qu'une activité cérébrale. Un pur réductionnisme à une dimension
La culture de consommation maintient la conscience fixée sur les sensations physiques et l'accumulation matérielle. Un piège à 2 et 3 dimensions. La manipulation médiatique exploite la réactivité émotionnelle. Un contrôle à 4 dimensions. Tout cela dépend de votre ignorance de l'existence de la carte. Mais la carte est toujours là. La structure est toujours intacte. Et quelque part en vous, sous toutes les couches d'oubli, de conditionnement et de distraction, votre nature de 12e dimension est toujours là, attendant d'être reconnue. La question n'est pas de savoir si la 12e dimension existe. La question est, êtes-vous prêt à regarder la réalité d'une manière qui pourrait la révéler? Si cela vous a touché, faites-le nous savoir en commentaire. J'ai compris.